Le 27 septembre de chaque année, le monde célèbre la Journée mondiale du tourisme. Cette journée se présente comme une occasion significative pour réfléchir à l'impact du tourisme sur notre planète et ses habitants. Cette commémoration initiée par l'Organisation mondiale du tourisme met en lumière les potentialités du tourisme en tant que moteur de croissance économique, de préservation culturelle et de développement durable. Créée en 1980, la Journée mondiale du tourisme coïncide avec l'anniversaire de l'adoption des statuts de l'OMT, un jalon marquant dans le paysage touristique mondial. L'objectif principal de cette journée est de sensibiliser à l'importance du tourisme dans le cadre de l'internationalisation, mais aussi de promouvoir le respect culturel et environnemental parmi les touristes et les acteurs du secteur. Selon l'OMT, le tourisme représente environ 10% du produit intérieur brut mondial, affirmant son rôle en tant que pilier économique pour de nombreux pays. La célébration de cette journée encourage également une meilleure compréhension entre les peuples, promouvant le tourisme comme un pont entre différentes cultures. Elle souligne l'importance de la préservation des patrimoines tout en valorisant les échanges culturels enrichissants et respectueux. Toutefois, le tourisme est aussi confronté à des défis majeurs, notamment en termes de durabilité. L'impact environnemental du tourisme est considérable, incluant la pollution et l'utilisation intensive des ressources naturelles. L'avènement du numérique a profondément transformé le secteur du tourisme. Les technologies de l'information ont rendu les destinations plus accessibles et les réseaux sociaux sont devenus des outils influents pour le marketing touristique. L'analyse des données massives joue également un rôle prépondérant dans la compréhension des comportements des touristes et la gestion des sites touristiques. La Journée mondiale du tourisme nous rappelle non seulement l'importance économique et culturelle du tourisme, mais aussi notre responsabilité collective dans la promotion d'un tourisme plus respectueux et inclusif. C'est une opportunité de réaffirmer notre engagement envers un secteur qui doit être à la fois bénéfique pour les économies et les cultures, tout en étant viable pour l'environnement. Pour que le tourisme continue d'enrichir nos vies, un engagement fort vers plus de durabilité et d'équité est nécessaire de la part de tous les acteurs impliqués. Depuis certaines années-là, on écoute le mot coup d'État déjoué, coup d'État déjoué. Si j'ai une bonne mémoire, au cours du deuxième quinquennat du président Yaïbouni, c'est comme ça qu'on a entendu coup d'État déjoué. Et c'est le président actuel, Patrice Talon, qui a été accusé. Et nous, on n'avait pas laissé faire. On n'avait du tout pas accepté cela. Jusqu'à Yaïbouni a laissé. Maintenant, si le président Dieu a fait et il est venu au pouvoir et en son dernier mandat, on trouve encore des coups d'État déjoués là. Vraiment, moi j'ai pitié de mon pays. Parce que moi je ne sais pas si c'est une vraie affaire. Moi je ne crois vraiment du tout pas à cela. J'entends les choses sur les réseaux sociaux. Moi, je n'ai pas cru à cela. Parce que Bokor et Talon, ils sont des amis sincères. Maintenant, si les loups se mangent entre eux là, alors là, il faut vivre longtemps pour voir. Il faut vivre longtemps pour voir que Dieu nous prête vie. Mais je sais que le pouvoir est éphémère. Tout ce que tu vas faire, tu vas laisser un jour. Si on peut laisser les Bokor aussi parler, que nous allons écouter comme ça, face to face, et moi je vais croire à ça. Je ne dirais pas que c'est un montage, non. Mais ils ont des preuves qui vont nous montrer, et ils n'ont qu'à laisser aussi les autres parler. Et on veut voir celui qui ment. Si c'est vrai, on le saura. Mais moi, je n'ai pas cru à cette affaire. Parce qu'au temps de Yaïbouni, c'est comme ça qu'on a parlé, on a accusé l'actuel président Talon. Je n'ai pas accepté. Donc je ne vais jamais accepter pour lui aussi. Je ne vais pas jamais accepter. Et cette nouvelle affaire,
C'est un coup de tonnerre. Parce que ce qui était considéré comme une plaisanterie, au fil des heures, ça s'est révélé être une vérité. Monsieur Olivier Bourko est un acteur très influent dans le régime, même s'il n'a pas un poste officiel du régime, a été arrêté, même si on ne connaît pas son lieu de détention d'abord. C'est secret. Ce que moi je veux dire, on n'a qu'à donner le feu vert à ses avocats et à son médecin d'aller le rendre visite et de s'enquérir de ces nouvelles. Et finalement, on se retrouve comme vers la fin du régime précédent où Talon Yahi avec tentative de coup d'État et maintenant c'est Talon Olivier Bourko. Donc on verra la suite du feuilleton. Et avec ça, là, on pense qu'il y aura encore d'autres arrestations. Parce que je ne vois pas 2 ou 3 personnes est-ce qu'ils peuvent faire le coup d'État. Normalement, c'est un projet de coup d'État, puisque c'est prévu pour vendredi 27, d'après ce que le procureur a dit. Maintenant, cette tentative a été déjouée. Maintenant, vous savez, tout est possible en politique. Et ça peut être une pure géorgie pour écarter un puissant candidat potentiel. Comme ça peut aussi être des preuves aussi établies. Mais nous, en tant qu'observateurs, pour le moment, nous, on ne peut pas dire de quel côté se trouve la raison. Mais c'est notre analyse politique. Ça. Mais nous sommes tous béninois. Le pays nous appartient à nous tous. Le président Talon, il est à la fin de son mandat. Il va partir. Quelqu'un viendra. Peut-être c'est Boko, ou bien c'est quelqu'un qui viendra, ou bien c'est Dayon, ou bien c'est quelqu'un de n'importe quel parti, qu'il soit béninois, qui viendra nous diriger. Donc nous sommes obligés d'accompagner cette personne à travailler. Sinon, quelque part, il travaille, il est en train de faire certaines choses. Mais l'homme n'est jamais totalement 100% accepté. Les actes ne sont jamais 100% acceptés. Tu dois être critiqué quelque part. Donc il faut accepter être critiqué pour mieux évoluer. Le TOFA que nous avions fait le 10 janvier dernier, en présence du chef de l'État, avait révélé ce genre de situation. Et je me suis dit, si les rituels n'avaient pas été exécutés, peut-être que nous aurions assisté au pire. C'est pour cela que je suis allé chercher le rapport. Le rapport de Benetofa 2024 que j'ai en main là. Ce rapport, ce n'est pas maintenant qu'il a été rédigé, c'est un document qui existe et qui a été diffusé. Je vais seulement faire une sorte de lu pour vous. Recommandation numéro 7. Le phare recommande d'éviter toute usurpation de titres, de même que toute forme de trahison à tous les niveaux de gouvernance. Autrement, cela sera fatal aux traîtres. Le numéro 11. L'interprétation dit « Nombreux sont les individus sans conviction qui jouent à l'hypocrisie dans le cadre du processus de développement en cours dans le pays et qui risquent de le compromettre. » La recommandation du phare à ce niveau-là est que pour les dirigeants, le phare recommande davantage de prudence et de vigilance, car il y a dans le système de gouvernance des traîtres. Numéro 17. Le non-respect des lois de la nation peut être compromettant pour ceux qui les méprisent. La recommandation du phare à ce niveau-là est qu'il faut que les citoyens respectent strictement les lois qui régissent la nation. Numéro 19. Le parjure est un acte de violation du serment sévèrement sanctionné. Le phare recommande alors à tous les citoyens de respecter les lois et règlements de l'État dans tous les domaines afin d'éviter d'en faire les frais. Le phare annonce un contexte socio-politique conflictuel avec d'énormes risques d'actes de trahison au cours de l'année à divers niveaux de responsabilité. Toutefois, le phare met en garde les traîtres contre les conséquences dangereuses que réservent ces actes pour eux-mêmes.
Il y a dans le système de gouvernance des traîtres qui finiront par être découverts. Le phare recommande aux responsables au sommet de l'État une plus grande vigilance à l'endroit de certains collaborateurs couverts d'habits de traîtres. Quant aux traîtres, le phare déconseille ce comportement d'abus de confiance et de traîtrise qui pourrait leur être fatal. Nous allons dans les recommandations de plus en plus générales. Sur le plan de la défense et de la sécurité territoriale, le phare recommande davantage de vigilance et d'efficacité au niveau des services de renseignement afin de déjouer la mise en œuvre d'intentions malveillantes contre les intérêts supérieurs de la nation. Le phare recommande le respect de l'autorité établie et de la hiérarchie dans tous les domaines, administratifs, politiques, religieux et à tous les niveaux pour éviter que les contrevenants n'en fassent les frais. Le phare déconseille les actes et comportements de trahison à tous les niveaux de la vie sociale, économique et politique. Désobéir à cette recommandation pourrait être fatal aux contrevenants. Et enfin, le phare recommande le respect des principes naturels, des lois et règlements de la nation et déconseille par conséquent les actes et comportements de haute trahison, car autrement, cela pourrait être fatal pour le traître ou le parjure. Voilà donc les recommandations du phare. Et pour atténuer ou annihiler complètement les influx négatifs que comporte le fadouk qui avait été trouvé, qui était le sacre, les rituels avaient été exécutés dans les formes accoutumées. Je pense qu'on aurait pu peut-être assister au pire si ces rituels-là n'avaient pas été exécutés. Un élément très important et que nous adressons déjà avec toutes nos énergies, c'est le cadre de vie des apprenants. Lorsque vous allez dans une université, il faut pouvoir trouver des lieux d'aisance, etc. Et ne pas permettre aux apprenants d'avoir de soucis en la matière. Il n'y en a pas eu par le passé, mais le gouvernement de la rupture a mis cela comme vraiment un point d'objectif assez important, puissant. Et cela est ressorti dans une mission en cours qui a fini déjà un peu la tournée dans les universités, parce que le chef de l'État l'a demandé pour regarder un peu les infrastructures. La mission a fini, et donc c'est sa tournée, et d'ici, avant la fin de l'année, nous allons commencer la réalisation de ces infrastructures. On va même restructurer certaines entités qui se sont dispersées. Il faut les remettre et traduire la vie universitaire qui met l'enseignant présent aux côtés des apprenants. Mais City, c'est ce pôle d'enseignement supérieur, de recherche, d'innovation. Et ça, c'est aussi bien à l'échelle nationale qu'internationale. Nous voulons limiter les dépenses des parents qui tendent évidemment ils ne pêchent pas en cherchant de bonnes adresses pour leurs apprenants, pour leurs enfants, pour aller se faire former. Donc là, nous voulons mettre ça sur place pour que les parents n'aient plus à se décasser longtemps pour aller à l'extérieur. Ça, c'est déjà un boom. Et il y a plein de formations qui sont déjà délocalisées, je vous assure. C'est déjà embarqué déjà des milliers de jeunes qui savent vraiment de quoi nous parlons. Il faut être au cœur de la jeunesse. Que veulent les jeunes? Il faut être là. Intelligence artificielle, le numérique, la digitalisation, le design, ça ne manque pas. Ça ne manque pas. Et ce projet est un projet phare qui a commencé déjà par recevoir l'adhésion de beaucoup de partenaires. Donc, au niveau de CMCity. Donc, d'ici là, c'est 30 000 étudiants et pour au moins 100 000 emplois. Donc, au moins le tiers serait pour les femmes. Les bourses d'excellence adressent les filières scientifiques. Donc, les 10 premiers du Bénin dans ces filières scientifiques sont embarqués pour les bourses d'excellence. Et depuis que je suis là, moi, ça n'a jamais eu de problème. La seule chose que nous commençons par remettre dans les cadres, c'est le retour de ceux qui s'en vont, parce que nous mettons assez d'intrants pour qu'ils reviennent servir leur pays et qu'ils soient quand même de très bonnes références, même s'ils sont
à l'extérieur quelque part, et que ce soit, c'est le Bénin qui se retrouve là. Les matières littéraires n'ont pas commis de crimes puisqu'ils sont pris en charge ici. Sur le plan national, sincèrement, on leur offre tout et on s'assure de ce qu'ils ont un rêve et nous sommes à leur côté pour animer leur rêve. 8 ans après, nous sommes engagés et il n'y a plus rien qui nous retarde ou qui nous retienne. Nous avons suffisamment fait, nous avons donné les preuves, les bénéficiaires ont compris nos efforts. Ce qui est important, c'est lorsque vous voyez que ceux pour qui vous vous battez vous comprennent et viennent également apporter leur part à la chose. Donc ça, c'est ce que moi je vis. Et je profite pour saluer tous les acteurs, les enseignants qui ne cessent d'accompagner le système. Ils ont une bonne compréhension de leur mission et nous savons qu'on n'a pas autre chose à faire que d'être présent aux côtés de nos jeunes et de les pousser très loin, aussi loin, pour en être fiers demain. Les dirigeants des petites nations insulaires se sont exprimés lors de l'Assemblée générale des Nations unies, soulignant les conséquences dévastatrices du changement climatique. Le président des Seychelles, Wouvel Ramkalawan, a rappelé l'importance des engagements pris pour réduire les émissions de gaz à effet de serre. We have all made commitments, pledges and promises. Nous avons tous pris des engagements de réduire les émissions à grande échelle pour atteindre l'objectif de limiter le réchauffement de la planète à 1,5 degré. Cependant, les mots ne sont rien sans les actes. Nous devons agir d'urgence dans l'unité pour opérer la transition nécessaire vers un avenir plus durable pour tous. Confrontés à la montée des eaux, ces États appellent à une reconnaissance internationale. Dans son intervention à l'Assemblée, Faure Gnassingbé, président du Togo, a rappelé la vulnérabilité de l'Afrique face aux enjeux climatiques. L'Afrique est l'une des régions les plus vulnérables aux effets du changement climatique. Et cela, bien que nous contribuions le moins aux émissions de gaz à effet de serre. Les effets délétères en Afrique du changement climatique en termes de sécurité alimentaire et ses conséquences migratoires ne peuvent plus être sous-estimés. Si nous n'y veillons pas, la question environnementale sera à l'origine de grandes vagues de migration vers le nord, ce qui, à l'évidence, en fait un sujet commun. Gnassingbé a souligné que sans mesures adéquates, l'environnement pourrait engendrer des vagues migratoires massives vers le nord, exacerbant les tensions géopolitiques. À la tribune de l'ONU mercredi, le président sénégalais Diomaye Faye a dénoncé les rivalités géopolitiques qui attisent les tensions dans le Sahel, une région déjà en proie à une instabilité croissante. Nous ne pouvons pas accepter que le Sahel devienne le théâtre de rivalités de puissances étrangères dont les affrontements ne font qu'aggraver la déstabilisation de la région. Je dois rappeler ici que la paix et la sécurité de l'Afrique sont indissociables de la paix mondiale. Il est impératif que le Conseil de sécurité remplisse pleinement son rôle de garant de la stabilité internationale. Diomaye Faye a plaidé pour une réforme urgente des institutions économiques et sécuritaires mondiales. Pour lui, le continent mérite une représentation plus adéquate. Il est impératif de sauvegarder et de renforcer le multilatéralisme comme cadre unique d'action pour la paix et la sécurité internationale. Cela passe par une réforme urgente des institutions mondiales, notamment le Conseil de sécurité, le FMI, la Banque mondiale, afin qu'elles soient plus inclusives et qu'elles reflètent les réalités géopolitiques et économiques actuelles. Le continent africain, en particulier, doit avoir une place plus importante dans ces instances de décision. Par ailleurs, le président sénégalais a invité les pays industrialisés à financer une transition énergétique juste et équitable. Au cœur d'un conflit sanglant qui secoue le Soudan depuis avril 2023,
Le général Abdel Fattah al-Burhan, chef de l'armée soudanaise, a pris la parole jeudi devant l'Assemblée générale des Nations unies. Alors que les combats font rage à Khartoum, Burhan a clairement exposé les conditions nécessaires à un rétablissement de la paix en désignant les forces de soutien rapide du général Daglo comme responsables des violences. Le Soudan fait face à de graves défis, avec une guerre considérée comme une conspiration orchestrée par un groupe rebelle qui reçoit un soutien politique et logistique au niveau local et régional. Vous avez tous été témoins des crimes, des violations et des atrocités qu'ils ont commis. Le général al-Burhan a plaidé pour une paix durable, demandant aux paramilitaires de déposer les armes. En attendant, l'armée soudanaise a lancé une série d'opérations militaires pour reprendre le contrôle des zones stratégiques dans la capitale Khartoum et aux alentours. La veille, le secrétaire général de l'ONU évoquait sa préoccupation pour la crise humanitaire sans précédent. À un tournant décisif, les Bahamas, réputés comme un paradis tropical, sont confrontés à la fois au changement climatique et à une dette écrasante. Comme souligné par le Premier ministre Philip Davis, ces défis sont inextricablement liés. Plus de 50% de ma dette nationale pourrait être directement attribuée au rétablissement et à la reconstruction après un ouragan. Il ne faut pas oublier que ces catastrophes impactent tous nos plans de développement et les autres responsabilités sociales que nous avons en tant que gouvernement et envers notre peuple. En 2019, l'ouragan Dorian a provoqué des dommages de 3,4 milliards de dollars, surpassant le revenu annuel du pays de 2,9 milliards. Et en seulement 4 jours, cette tempête a creusé la dette nationale à environ 10 milliards. Pour le Premier ministre, il est impératif de repenser le financement de la lutte contre le changement climatique. Certaines compagnies pétrolières devraient verser au moins 2% de leurs bénéfices dans un fonds pour aider les pays du Sud. C'est le principe des pollueurs-payeurs que nous soutenons. Toutefois, face aux milliers de milliards de dollars nécessaires pour lutter contre le changement climatique, il est clair que les gouvernements ne peuvent pas assumer cette charge seuls. Nous préconisons alors de mobiliser le secteur privé. Outre les défis financiers, avec seulement 3 mètres au-dessus de la mer, les 700 îles des Bahamas s'effacent face à la montée des eaux. En marge des assemblées générales de l'ONU, le président kényan William Ruto a rencontré jeudi le secrétaire d'État américain Anthony Blinken à New York. Cette rencontre fait suite à la visite d'État de William Ruto à Washington le mois dernier, marquant 60 ans de relations diplomatiques entre les deux pays. Lors de cet échange, William Ruto a remercié les États-Unis pour leur soutien qu'il estime crucial à l'Afrique, en particulier face aux crises en République démocratique du Congo et au Soudan. Ce soutien a par ailleurs été renforcé mercredi par l'annonce de l'ambassadrice américaine aux Nations Unies d'une aide de 424 millions de dollars pour le Soudan. William Ruto a également mentionné sa récente visite en Haïti, où le Kenya joue un rôle clé dans l'effort international de stabilisation. Bien qu'il ait constaté des progrès notables, il a souligné un besoin accru de ressources supplémentaires. Face à la menace existentielle causée par l'élévation du niveau de la mer, les États-Unis s'engagent à contrer ou à s'adapter à la montée du niveau des mers. Le secrétaire d'État américain a déclaré que ces phénomènes pourraient entraîner le déplacement de dizaines de millions de personnes d'ici 2050. Le changement climatique fait fondre les glaciers. Il fait monter le niveau des mers. Il alimente des phénomènes météorologiques extrêmes tels que les tempêtes qui sont devenues encore plus dévastatrices lorsqu'elles sont combinées à la montée des eaux. Dans plusieurs pays, ces phénomènes bouleversent des vies et des moyens de subsistance. L'élévation du niveau de la mer pourrait entraîner le déplacement de dizaines de millions de personnes d'ici 2050. Nous pouvons encore empêcher cela, mais le temps d'agir est compté.
L'ampleur des futures élévations du niveau de la mer pourrait avoir des effets dévastateurs sur des centaines de millions de personnes vivant le long des côtes, depuis les îles basses du Pacifique jusqu'à des villes comme New York et Londres, selon les scientifiques. Le président russe Vladimir Poutine a accueilli son homologue équato-guinéen Teodoro Obiang Nguema à Moscou. Lors de cette rencontre, Poutine a souligné la solide coopération entre la Russie et la Guinée équatoriale, riche en ressources pétrolières, notamment au sein du Forum des pays exportateurs de gaz et de l'OPEP+. Votre pays est notre partenaire et fait partie du Forum des pays exportateurs de gaz. Nous coopérons également avec succès depuis longtemps avec la Guinée équatoriale au sein de l'OPEP+. Notre tâche commune est bien sûr de stabiliser les marchés mondiaux de l'énergie. Dans l'ensemble, avec nos partenaires au sein de ces organisations, nous parvenons à accomplir cette tâche de manière assez efficace. Les relations entre la Russie et la Guinée équatoriale sont marquées par une volonté mutuelle de renforcer la coopération dans plusieurs domaines stratégiques, en particulier dans les domaines de l'énergie et de la sécurité.